Nous sommes à peu près en l'an 732 après Jésus-Christ, à quelques kilomètres de Poitiers. Charles Martel, qui contrôle une bonne partie du royaume des Francs, est venu prêter main forte au duc Eudes d'Aquitaine. En effet, le duc est en mauvaise posture. Il est attaqué par une armée musulmane qui a déjà conquis les territoires qui forment aujourd'hui l'Espagne, qui a déjà pris possession de plusieurs villes du royaume, et là, il a vraiment besoin d'aide. Ensemble, les deux armées forment enfin un mur infranchissable. Et au bout de quelques jours, le chef des troupes musulmanes, Abderrahmane, émir de Cordoue, est tué. Désormais sans chef, ses troupes, déjà massacrées pour beaucoup, choisissent de fuir. Une légende est née. Charles Martel a repoussé les Arabes à Poitiers. Une phrase que des millions de jeunes écoliers apprendront par cœur et l'apprennent encore aujourd'hui. Podcast Story. Mais que s'est-il vraiment passé ? Pourquoi cette bataille a-t-elle marqué l'histoire ? Pour comprendre, il faut regarder à quoi pouvait ressembler le royaume des Francs à l'époque. En fait, c'est un ensemble de plusieurs territoires. L'Austrasie, l'est de la France actuelle et l'ouest de l'Allemagne, est dirigé par Charles Martel. C'est le plus important. La Neustrie et l'Aquitaine, donc l'ouest et le sud-ouest. Et la Burgondie, au sud-est de Dijon, Lyon, Avignon et une partie de la Suisse autour de Genève. Chacun est aux mains de ce que l'on appelle les maires du palais. Rien à voir avec les maires d'aujourd'hui. En réalité, ce sont eux qui ont le vrai pouvoir. Pas les rois, descendants des Mérovingiens, qui ont très peu d'influence, qu'on appelle même alors les rois fainéants, et qui vont bientôt disparaître. Mais attention, n'allez pas croire que tous les maires du palais sont des alliés, pas du tout. Les combats ne sont pas rares entre les uns et les autres pour gagner plus de territoire. En 687, par exemple, le père de Charles Martel, Pépin de Herstal, prend le pouvoir sur la Neustrie. L'Austrasie et la Neustrie rassemblées, cela fait déjà une très grosse partie du royaume des Francs pour un seul homme. Quand Pépin de Herstal meurt en 714, c'est son fils, Charles Martel, qui lui succède et compte bien continuer à étendre son pouvoir et la chrétienté qui va avec. Mais un des maires du palais ne veut rien avoir à faire avec le dit Martel. C'est le duc Eudes d'Aquitaine. Du côté des musulmans à cette époque, le monde arabe veut s'étendre à l'Occident, pour des raisons qui ressemblent à celles du christianisme, développer leurs croyances et leur puissance politique. Ils sont aussi à la recherche de trésors, qu'on trouve souvent sur les lieux de culte. Les musulmans de l'époque, qu'on appelle souvent les Sarrasins, viennent d'Afrique du Nord, comme les Berbères. On les nomme aussi les Maures, M-A-U-R-E-S, car ils viennent à l'origine de l'ancienne province romaine de Maurétanie. À leur côté, il y a aussi des Juifs et des captifs chrétiens. À cette époque, c'est la dynastie omeyyade qui gouverne le monde musulman. En 721, après avoir pris Narbonne, Nîmes, Carcassonne, l'armée arabe arrive à Toulouse, la capitale de l'Aquitaine. Cette fois, le duc Eudes réussit à protéger sa ville. Là, il faut faire une petite parenthèse, car du côté musulman, les relations internes ne sont pas si simples, elles non plus. Entre autres désaccords, après l'épisode de Toulouse, le duc Eudes d'Aquitaine marie sa fille au calife berbère, qui a pris possession de Narbonne et qui pour autant n'est pas hostile aux chrétiens. Cette alliance pourrait notamment aider le duc à résister à Charles Martel. Évidemment, cela crée des tensions du côté arabe. Le chef de l'armée, Abderrahmane, le vit comme une trahison. Soit dit en passant, le couple va le payer cher puisque le calife est tué et la fille d'Eudes d'Aquitaine finit dans un harem. Du côté des Francs, cette alliance est aussi très mal acceptée par Charles Martel, qui décide d'envoyer ses armées contre l'Aquitaine. Mais malgré ce contexte pour le moins très inamical, Eudes d'Aquitaine va être obligé de faire un énorme pas de côté et d'appeler Charles Martel à l'aide. Car lors d'une bataille à Bordeaux, il est cette fois battu par les soldats d'Abderrahmane.
dont les troupes, après avoir pillé Poitiers, se rapprochent maintenant de Tours. Et qui dit Tours, dit abbaye Saint-Martin, un lieu de pèlerinage, où se trouvent des trésors inestimables ayant appartenu au roi mérovingien. Charles Martel accepte, mais pas seulement pour défendre la chrétienté. Il met sa condition. L'Aquitaine devra, après coup, se soumettre à son pouvoir. De la bataille, ni les détails ni les chiffres ne sont vérifiables. On parle parfois de 30 000 hommes du côté des Francs. Les combats auraient duré plusieurs jours, jusqu'à la mort de l'émir, tué peut-être de la main de Charles Martel. Après que les troupes musulmanes ont reculé, il devient tout puissant en Aquitaine. D'ailleurs, ce nom de Martel, qui évoque le marteau, lui a été donné, dit-on, pour marquer l'image de celui qui va, coup après coup, tout posséder, ou presque. Et bientôt, ce sera le tour de la Provence, qui s'était alliée aux musulmans, de se soumettre à son pouvoir. Après Charles Martel, son fils Pépin le Bref, puis Charlemagne, vont asseoir la dynastie chrétienne des Carolingiens. Et la chrétienté va se développer partout en Europe, faisant reculer les influences musulmanes. C'est ainsi que va l'histoire. Au gré des siècles, les conquérants changent de visage. Aujourd'hui, cette bataille et le nom de Charles Martel sont parfois récupérés par des mouvements nationalistes qui voient dans l'étranger un possible envahisseur. En fait, à Poitiers, il n'a pas uniquement bataillé pour repousser les Arabes au nom de la chrétienté, mais aussi pour gagner des territoires et s'imposer sur les autres prétendants au trône des Francs. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.